Salut à tous les Vetters, c'est Patrick de Vetted. Aujourd'hui, nous allons parler de ceci. Après toutes vos conversations, en toute confiance, pensez-vous que quelque chose d'important se prépare pour 2027? Il y a des gens qui m'ont fait part de leurs spéculations, des gens qui prétendent détenir des informations de l'intérieur, qui peuvent avoir raison ou tort, et qui ont affirmé que quelque chose se produira en 2027. D'autres personnes ont mentionné 2034, d'autres encore m'ont avoué qu'ils n'en ont absolument aucune idée, mais ils sont convaincus que quelque chose est en train d'arriver. Est-ce que parmi toutes ces personnes dont on vient de parler, certaines sont déjà venues dans ce podcast? Ouais, ça pour être honnête, le monde a vraiment besoin d'une remise à zéro en ce moment. Enfin, franchement, je ne parle pas d'une catastrophe, mais je pense que l'humanité s'engage dans une voie très dangereuse. Je ne serais pas du tout surpris s'il y avait une guerre nucléaire. Je veux dire, nous sommes plus proches d'une apocalypse nucléaire que jamais dans notre histoire. Salut Vetters, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime, cela aide vraiment les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous. Salut Vetters, alors de quoi parle la vidéo d'aujourd'hui? Eh bien, nous avons enfin Ross qui aborde la prédiction de 2027, selon laquelle une invasion extraterrestre pourrait survenir, et il nous révèle tout ce qu'il en sait précisément. Et nous allons également couvrir d'autres aspects variés d'une récente interview que Ross Coulthart a donnée sur l'Area 52. Un podcast avec Chris Ramsey. C'est une interview phénoménale. Je vais mettre un lien ci-dessous vers l'interview complète pour que vous puissiez la découvrir par vous-même. Mais nous avons pas mal de choses, vous savez, à aborder ici. Mais tout d'abord, nous allons commencer par cette prédiction d'invasion extraterrestre de 2027 qui circule depuis longtemps. Essentiellement, vous savez, j'ai fait pas mal de vidéos à ce sujet. Je vais mettre des liens ci-dessous vers d'autres vidéos pour que vous puissiez avoir plus de contexte à ce sujet, car Jeremy Corbell l'a vraiment mis en avant et l'a en quelque sorte démystifié en disant que les gens allaient dire ceci, mais que c'était un mensonge. Mais beaucoup de gens en ont parlé et j'ai même découvert d'où cette rumeur est partie. Et j'ai réalisé, encore une fois, une vidéo. J'en ai même fait plusieurs à ce sujet. Donc, je mettrai les liens en bas. Allez les consulter si vous souhaitez plus d'informations. Mais ici, Ross réagit en quelque sorte à cette rumeur d'invasion extraterrestre de 2027 qui circule. Celle-ci allait finir par être abordée. Quel est le sens de Passion? Après toutes les discussions que vous avez eues en toute confidentialité, est-ce que vous croyez que quelque chose d'important va se produire en 2027? Encore une fois, c'est une question concernant ma croyance. Ce n'est pas mon interrogation sur le savoir. Oui. Je ne suis pas en position de dire que je sais quoi que ce soit. Des gens m'ont fait part de spéculations, des gens qui prétendent avoir des informations de l'intérieur, qui peuvent avoir raison ou non, et qui ont dit que quelque chose se passe en 2027. D'autres ont dit 2034. D'autres m'ont avoué qu'ils n'avaient vraiment aucune idée, mais ils pensent que quelque chose arrive. Est-ce que l'une de ces personnes a déjà participé à ce podcast? Oui. D'accord. Ah, c'est intéressant. Alors, tout de suite, c'est assez intéressant, n'est-ce pas? D'accord. Donc, Ross est en train de dire qu'il a été mis au courant de cela en coulisses. Il a entendu 2027, il a entendu 2034, il y a d'autres personnes dire qu'elles ne savent pas ce qui se passe. Et puis Chris Ramsey demande, est-ce que certaines de ces personnes sont venues à mon podcast? Et il répond, oui. Alors, allez voir la liste de toutes les différentes personnes qui sont passées, vous savez, au podcast de Chris Ramsey, ce qui n'est pas tout le monde. Alors, ça permet de considérablement réduire la liste. Ce sont ces gens qui, en coulisses, sont en train de propager cette rumeur, vous comprenez? Et j'ai entendu un certain nombre de personnes différentes, moi-même, qui ont diffusé cette rumeur, n'est-ce pas? On dit que Lou Elizondo serait aussi impliqué dans l'un d'eux. Et ce serait prétendument le cas, d'accord? Mais vous savez, j'ai vraiment entendu parler de ça. Et cela se situerait plutôt vers les années 2030. Mais chaque fois qu'on interroge Lou Elizondo à ce sujet, il dit « Oh, je ne peux pas en parler. Vous savez, ceci, cela, ce qui ne fait qu'alimenter les rumeurs, n'est-ce pas? » Mais c'est le genre de choses, vous savez, où les prophéties, les prédictions, n'est-ce pas? On a tous déjà entendu ces choses auparavant et elles ne servent absolument à rien, n'est-ce pas? Elles ne servent à rien, surtout quand on dit aux gens en coulisses, hey, ceci, cela et le reste, n'est-ce pas? Comme je l'ai toujours dit dans l'émission, bien souvent, ces choses sont utilisées pour activer les gens et les pousser à agir parce qu'ils pensent que la fin du monde est imminente. Et en substance, la rumeur est qu'une invasion extraterrestre est en approche. Et les différentes parties de cette rumeur, c'est que, vous savez, ils reviennent
chercher leur véhicule, leur corps, n'est-ce pas? Ils sont de retour, n'est-ce pas? On récoltera ce que l'on sème pour l'essentiel. Mais beaucoup d'entre eux, vous savez, ou alors elles reviennent pour nous dominer. L'industrie pharmaceutique, n'est-ce pas? Il y a toutes sortes d'aspects différents à cela. Et encore une fois, c'est juste une de ces choses, genre, pourquoi, qu'est-ce qu'on fait ici? N'est-ce pas? C'est juste pour semer la peur, n'est-ce pas? Il n'y a absolument jamais aucune preuve fournie. Pour ça, n'est-ce pas? Personne ne demande. Comment le savez-vous? Comment savez-vous que les extraterrestres reviennent en 2027 ou 2034 ou quoi que ce soit? N'est-ce pas? Comment le savez-vous? N'est-ce pas? Aucune preuve n'est jamais présentée. Et la prochaine question que Chris pose ici est une question très pertinente. Encore une fois, Chris Ramsey est un excellent intervieweur. J'apprécie toujours ses interviews et ça faisait un moment que je n'avais pas couvert une de ses vidéos. Alors je suis content de le faire ici. Et la question que Chris a soulevée, vous savez, celle de savoir si tout ceci ne ferait pas partie d'une opération psychologique, je dois dire que je trouve que c'est une interrogation vraiment très pertinente. Alors, qu'est-ce que tu en penses de ça? Tu crois que ça pourrait être une sorte d'opération psychologique ou tu penses que les gens qui te disent ça auraient pu être manipulés eux aussi? Oui, c'est possible. Et je pense que ce pourrait être une tentative des partisans de la divulgation d'injecter une certaine urgence dans le débat sur la question de savoir s'il devrait y avoir ou non une divulgation. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a un degré d'incertitude plus élevé que les gens ne l'admettent quant à ce qui est spéculé comme étant à venir. D'accord, alors... Et aussi, je sais que la question inévitable, est-ce ce qui arrive? Et je ne sais rien. On spécule qu'il y a des catastrophes naturelles, des comètes ou une catastrophe quelconque. Je n'en ai aucune idée. Je ne sais même pas si c'est vrai. Mais ensuite, il y a aussi cette idée d'un vaisseau géant qui arrive. Vous savez, on a eu ça, peu importe, cet Atlas 3IA. On a eu Oumuamua. Comme tous ces sortes d'objets interstellaires entrant dans notre système solaire. Pensez-vous, est-ce que ces personnes vous ont-elles dit en toute confidentialité ce que cela pourrait bien être, ou sont-elles elles aussi dans l'incertitude? Elles disent juste quelque chose est en train d'arriver. J'ai entendu tellement de récits contradictoires. Tout ce que je sais, c'est que les gens murmurent et marmonnent, que quelque chose se profile à l'horizon. Je ne sais pas. Ils font ça depuis longtemps maintenant. Je sais. Et je me demande si ce n'est pas simplement des potins du Pentagone. C'est vraiment ce que je pense. La propagation de la peur. Ce n'est pas de l'alarmisme. Juste des potins, rien de plus. Je comprends. Je veux dire, croyez-le ou non, les gens des services de renseignement, les agents secrets, ils adorent bavarder et colporter des rumeurs, tout comme nous. Ils adorent les potins. Et les espions bavardent. Vous savez, c'est tout à fait vrai. Ils aiment beaucoup les potins. Et je crois bien qu'il y a une grande part de cela derrière ce dont nous sommes en train de parler ici. Eh bien, je vais un peu contester cela et dire que c'est exactement de l'alarmisme. Je veux dire, les espions adorent les commérages. D'accord, c'est intéressant. Mais vous savez, si j'avais des sources, ce que je n'ai pas, n'est-ce pas? Mais si c'était le cas, n'est-ce pas? Comme Ross ici, n'est-ce pas? C'est un journaliste. Et prétend, si j'ai des sources qui me rapportent de telles informations, encore une fois, où sont les preuves concrètes? Ne venez pas me raconter de telles choses, n'est-ce pas? Et bien sûr, ça finit toujours par se savoir. Ça n'aurait jamais dû être rendu public, en fait. Mais encore une fois, c'est utilisé en coulisses. Alors il spécule, quelque chose arrive, quelque chose est à l'horizon. Si j'entendais quelqu'un me parler comme ça, je ne les prendrais pas au sérieux. Qu'importe leur qualification, c'est ça le truc. Les qualifications des gens, je cite, les gens trouvent tellement d'excuses pour de telles choses. Et je peux vous assurer que, selon mon expérience personnelle, en observant simplement le monde, les personnes les plus dérangées se trouvent aux plus hauts échelons. Regardez les dossiers Epstein. Vous voyez? Les diplômes ne disent rien sur votre fiabilité, ni sur la fiabilité des informations que vous avancez. Ça peut aider, mais ce n'est pas une garantie, n'est-ce pas? Et ce genre de choses, c'est juste tellement bizarre pour moi. Et c'est une facette tellement sombre et horrible de cette communauté et de ce sujet, pour être tout à fait honnête avec vous, ce genre de choses. Parce que les gens commencent à faire des spéculations, mais ça passe de la simple spéculation à une certitude absolue, n'est-ce pas? Et ils omettent tous ces autres détails importants que vous devez ensuite compléter. Et les gens ont peur. Ils sèment la peur. Comment n'est-ce pas de l'alarmisme de dire que quelque chose est à l'horizon, quelque chose arrive? Quoi? C'est pas d'abord, ce que je veux dire, genre, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un gros vaisseau spatial. Il y a, tu sais, ceci, cela et le reste. Je veux dire, Troy et Atlas, vous vous souvenez de tout ce fiasco? Tout le monde pensait que c'était un vaisseau spatial qui arrivait. Il y avait des observateurs à distance qui disaient, c'était un vaisseau spatial. Il arrive. Vous savez, Oumuamua. Toutes sortes de choses différentes. Je vais continuer à couvrir ça parce que j'espère que les gens sont simplement conscients des faits.
Il n'y a absolument aucune preuve, aucune évidence, rien du tout qui ait été présenté à ce sujet. Point final, n'est-ce pas? Et je suis vraiment content que Ross soit honnête quand il dit « Je ne sais rien, c'est ce qu'on m'a raconté, c'est ce que j'ai entendu dire. » J'apprécie vraiment ça, pour être tout à fait honnête avec vous. Tu sais, mais c'est intéressant le prochain point qu'il aborde juste après ça, n'est-ce pas? Où il affirme plus ou moins: le monde est peut-être prêt pour un nouveau départ. Voyons ce qu'il entend par là. On a vécu pas mal de ces catastrophes, d'ailleurs. L'an 2000, Oui, 2012, bien sûr. et puis 2021. Il y a beaucoup de... Je pense qu'on a le droit d'être sceptique. Mais je ne pense pas non plus qu'il faille être complaisant. Mais aussi, je veux dire, pour être honnête avec vous, le monde a vraiment besoin d'un nouveau départ maintenant. Franchement. Je ne parle pas d'une catastrophe, mais je pense que l'humanité se dirige vers un endroit très dangereux. Je ne serais pas du tout surpris s'il y avait une guerre nucléaire. Je veux dire, nous sommes plus proches d'une apocalypse nucléaire que jamais dans notre histoire. Et le monde est tellement blasé à ce sujet. Quand j'étais un jeune punk de 18 ans, je pensais sincèrement, quand j'étais à l'université, qu'il n'y avait pas vraiment d'intérêt à terminer mes études, car je savais que nous allions tous mourir dans une guerre thermonucléaire. Il y avait ce film, Le jour d'après, qui présentait une idée incroyablement sombre de ce qui se passerait si la guerre éclatait, et il semblait inévitable que la guerre allait arriver. Heureusement, nous avons survécu à celle-là. Ouais. Mais ce que les gens ne réalisent pas, c'est que l'horloge de la fin du monde, présentée par le bulletin des scientifiques atomiques, est plus proche aujourd'hui que jamais dans notre histoire, y compris pendant la crise des missiles de Cuba. Ils estiment que le moment présent est plus dangereux que la crise des missiles de Cuba, quand nous sommes arrivés littéralement au bord d'une guerre nucléaire. Alors, je ne pense pas que nous ayons besoin d'une catastrophe naturelle, que ce soit une comète, une inversion des pôles ou n'importe quoi d'autre dont il parle. Peut-être même des vaisseaux spatiaux extraterrestres qui arriveraient pour nous anéantir. Nous sommes des singes primitifs, des singes belliqueux. Nous sommes tout à fait capables de nous détruire nous-mêmes et je pense très franchement que c'est là la plus grande préoccupation que nous devrions avoir. Oui, c'est dans mon point. Mais je voudrais aussi faire valoir que je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a aucune... Il y a du vrai dans ce que Ross dit ici, d'accord? Il est vrai que nous sommes plus proches d'une sorte d'apocalypse nucléaire que nous ne l'avons jamais été. Mais vous savez qu'est-ce que ça signifie vraiment? N'est-ce pas? Nous nous concentrons aussi davantage sur les choses. Nous avons des informations qui circulent, donc peut-être étions-nous plus proches de la crise des missiles de Cuba qu'aujourd'hui. Je veux dire, ce n'est pas comme si quelqu'un pointait des missiles nucléaires ou des armes sur nous. Alors, vous voyez ce que je veux dire? Tout est dans le contexte et en relation avec l'époque où nous nous trouvions. N'est-ce pas? Alors, vous savez à quel point accordez-vous de l'importance aux réseaux sociaux? Est-ce que les réseaux sociaux, c'est la vraie vie, n'est-ce pas? C'est comme si nous étions plus conscients des choses maintenant. Alors, est-ce que ça nous rend on devrait avoir plus peur? Je veux dire, clairement, nous devons être réalistes, n'est-ce pas? Je pense que c'est ça, vous savez. Et chacun sa façon de voir, non? Mais il est clair qu'être plus réaliste, c'est tout à fait acceptable et il semble que le monde soit plus divisé. Mais l'est-il vraiment, n'est-ce pas? Je veux dire, je pourrais citer différentes périodes où le monde était bien plus divisé et bien plus barbare, n'est-ce pas, que nous le sommes aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors, je ne sais pas. C'est juste une chose intéressante à laquelle réfléchir. Et vous savez, nous sommes des singes qui peuvent se détruire mutuellement. Eh bien, je dirais que toute civilisation avancée a la capacité de s'autodétruire une fois qu'elle atteint ce point. Et si nous parlons d'extraterrestres qui possèdent une technologie si avancée, qui peut dire qu'ils ne peuvent pas se détruire eux-mêmes non plus, pourquoi serions-nous différents? Ah, n'est-ce pas? On évolue jusqu'à un point où on ne peut plus détruire... Non, on ne le fera juste peut-être pas. Mais vous pourriez toujours le faire, n'est-ce pas? Il suffit d'un seul, une personne, un alien fou, n'est-ce pas? Je ne sais pas trop, en fait. C'est juste quelque chose de très intéressant pour moi. Et donc, je ne... Dévaloriser notre condition humaine pour faire croire que les aliens sont tellement meilleurs, mais nous ne sommes toujours que des singes qui courent. Je veux dire oui et non, n'est-ce pas? Oui, mais y échappons-nous jamais? La vie elle-même, peut-elle jamais y échapper, même s'il y a des extraterrestres, n'est-ce pas?
Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. C'est très intéressant. Et n'oubliez pas de jeter un œil à ces vidéos concernant l'invasion extraterrestre de 2027. Il y a beaucoup plus à découvrir dans cette histoire. Et, je le répète, j'ai trouvé la source de cette rumeur, à mon humble avis, d'où elle provenait. C'est vraiment très intéressant. Alors, passons à la suite. Maintenant, dans le prochain extrait, Chris va interroger Ross à propos de Jake Barber et David Grush. Cependant, Chris ne prononce que le prénom Jake. Il fait donc bien référence à Jake Barber de Skywatcher. Et la question qu'il pose est vraiment très intéressante. Est-ce que, selon lui, Ross pense que Jake Barber et David Grush, que Ross a tous deux fait intervenir lors d'interviews, n'est-ce pas? C'est pourquoi Chris pose cette question, j'imagine. Sont-ils plus impliqués dans ce programme secret sur les ovnis qu'ils ne le laissent paraître? Croyez-vous que certaines des personnes à qui vous avez parlé, y compris Jake, David Grush, sont plus proches du programme qu'elles ne le laissent entendre? Je ne peux pas dire. Eh bien, je pense que vous l'avez fait. Oui, je ne peux pas vraiment le dire. Je veux dire, ce que je peux vous dire, c'est j'ai pris connaissance de David Grush grâce à des personnes du programme. Elles m'ont dit, tu dois absolument te renseigner sur cet homme. Il pose de très bonnes questions. Il semble vraiment très bien motivé. Que cela pourrait être que cette façade publique ne soit qu'une sorte de couverture superficielle pour leur permettre de divulguer certaines informations, mais qu'en réalité, ils seraient peut-être un peu plus profondément impliqués dans le programme. Je ne crois pas à l'idée selon laquelle Jake ou David font partie d'une divulgation d'informations contrôlées. Non, ce n'est pas ce que je demande. Je demande juste si ce qu'ils ont révélé... Ils en savent peut-être plus qu'ils ne le disent. Ah oui, je n'ai absolument aucun doute sur... Et pourraient être bien plus impliqués que cela. Non, et je pense particulièrement à David. Je veux dire, David, franchement, a été blanchi de manière incroyable. Je veux dire, j'ai eu accès à des informations provenant de sources indépendantes de David. Quand je faisais des vérifications sur David, il y avait des gens qui étaient en admiration devant David Grush. Oh là là! Je veux dire, littéralement, David transportait le briefing quotidien présidentiel et des documents secrets jusqu'à la Maison-Blanche, à bord d'un train avec un collègue qui l'escortait. Je veux dire, c'est à quel point on lui faisait confiance. Il avait connaissance, je crois, de plus de 2000 programmes d'accès spéciaux allant jusqu'au WUSAP. Il était l'une des personnes les plus hautement habilitées au sein du département de la Défense en matière de secret. Il est donc au courant de nombreux programmes. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est quand on voit comment il a pris conscience, en travaillant avec la force opérationnelle UAP, qu'il y avait ce programme parallèle qui lui avait été tenu secret. Ça l'a complètement sidéré. Il avait pas la prétention, mais vous savez, il avait la conviction profonde qu'il en serait forcément au courant. Bien sûr qu'il en serait au courant. J'ai l'habilitation pour tous ces secrets. Pourquoi n'en sais-je rien? Puis, quand il a demandé à des amis à lui, littéralement à la cafétéria du Pentagone, que savez-vous de cette affirmation concernant un programme hérité impliquant des ovnis? Et les gens lui ont fait un signe. Et là, il a réalisé que c'était réel. Très bien. Alors, vous savez quelle est la véritable crédibilité de David Grush et quel était son niveau d'accréditation, son statut officiel et quel type d'accès avait-il exactement? D'accord. Vous savez, c'est vraiment intéressant, n'est-ce pas? Absolument. Et je ne pense pas qu'il y ait eu de véritables questions à ce sujet. Je suppose que certaines personnes l'ont remise en question, mais au bout du compte, tout ce qui compte vraiment, c'est la preuve qui sera présentée au peuple américain. Parce que les gens peuvent dire « j'ai vu, j'ai fait », c'est très bien. Mais pour convaincre le reste du monde, il va falloir que des preuves soient apportées, n'est-ce pas? Et il ne suffit pas qu'une personne soit considérée comme hautement qualifiée avec toutes les accréditations et tout, parce qu'il y a beaucoup de gens au niveau de David Grush, et même plus, qui ne pensent pas que cela existe. Bien plus, en fait. Alors, vous voyez ce que je veux dire? Alors, doit-on croire les milliers d'autres personnes qui disent que cela n'arrive pas, plutôt que les quelques-unes qui disent que si? Je veux dire, statistiquement parlant, le nombre de personnes qui se sont manifestées pour dire cela, comparé aux employés du gouvernement, est pratiquement nul. Je sais que des gens se sont manifestés, mais comparé au nombre d'employés du gouvernement et à l'accès à toutes ces choses,
C'est presque comme si ça n'existait pas. C'est presque comme si personne n'était là, n'est-ce pas? Alors, je ne sais pas vraiment, n'est-ce pas? Mais écoutez bien, Ross va aborder un point très intéressant, juste ici dans le prochain extrait. Et ça remonte essentiellement au projet Manhattan, n'est-ce pas? Parce que combien de personnes devraient être impliquées dans cette dissimulation de ce programme d'héritage OVNI, rien qu'avec le gouvernement américain? Nous ne parlons même pas de tous les autres gouvernements qui auraient des gens avec leur programme qui existeraient prétendument, n'est-ce pas? Des milliers de personnes, n'est-ce pas, devraient être impliquées là-dedans au fil des décennies, au cours du dernier siècle presque. Pourrait-elle garder une chose pareille secrète? Eh bien, il souligne le projet Manhattan et il y a plus de 100 000 personnes qui ont aidé à garder ce secret, n'est-ce pas? Ce qui est vrai. Mais comme Ross le soulignera, une seule personne a pu tout révéler. Je voulais t'en parler plus tôt, pause. Il y a une chose importante que je voulais te dire, pause. Parmi toutes les personnes que j'ai eu l'occasion de rencontrer au cours de mes investigations, pause, il y a un ancien très haut fonctionnaire, pause, un dirigeant de premier plan de la NASA. Et c'est une personnalité absolument éminente de l'establishment de la défense. Quelqu'un dont on penserait automatiquement qu'il aurait été mis au courant du programme en raison des rôles qu'il a joués et du niveau auquel il a évolué au sein du ministère de la Défense. C'est quelqu'un qui a travaillé à un très haut niveau à la NASA et qui a aussi travaillé à un très haut niveau, un niveau de cadre supérieur au ministère de la Défense. Et miraculeusement, ils ont accepté de me parler et ils m'ont dit, écoutez, Ross, si c'est vrai, je vous assure, je ne sais absolument rien à ce sujet. Et j'ai pris conscience du fait que la personne 3 échelon en dessous de lui à la NASA était en fait le gardien du programme Legacy. Et il s'agissait d'une personne qui était responsable. Pause. Je viens tout juste de l'apprendre très récemment. Pause. C'était quelqu'un qui était à la tête d'une mission de reconnaissance lunaire. Pause. Une mission qui est incroyablement significative en ce qui concerne les anomalies découvertes sur la Lune. Et ce qui m'a vraiment sidéré, c'était de réaliser à quel point tout cela est si bien contrôlé et si ingénieux qu'on peut avoir la personne qui est presque à l'apogée de cette entité, complètement inconsciente et totalement ignorante du fait qu'il existe ce programme secret qui, je crois, dissimule très fortement au public la connaissance des choses que la NASA a observées au fil des ans et qui obscurcit les photographies et dissimule les données. Je sais, enfin, je crois que je sais. Combien de personnes, à votre avis, sont impliquées dans un truc comme ça? Genre, d'accord, au sommet, j'ai entendu des chiffres allant jusqu'à genre 24, ou que c'est, vous savez, à la toute pointe. Mais juste en dessous de ça, genre, qu'est-ce que... Ça devrait être, je veux dire, je pense... oui, il devrait y avoir des milliers maintenant qui sont au courant. Je veux dire, la chose... C'est un nombre inconcevable pour que les gens puissent l'imaginer, vous savez. Mais évidemment, si l'on revient au projet Manhattan, il y avait, vous savez quoi, 130 000 personnes impliquées. Oui, je veux dire... Pour les gens qui affirment que cela n'aurait jamais pu être gardé secret, le projet Manhattan en est un exemple parfait. Sans Klaus Fuchs, eux qui étaient l'espion russe qui a pénétré le projet Manhattan, ça aurait pu rester secret beaucoup plus longtemps pour les Soviétiques. Mais le simple fait est qu'un seul traître peut tout faire échouer. Donc, encore une fois, il soulève un bon point à propos du projet Manhattan. On peut garder des secrets et il y a beaucoup de secrets que les gouvernements ont dont nous ne saurons jamais rien, n'est-ce pas? Et même quand nous les découvrons, les amener à nous en parler, si cela n'affecte pas la sécurité nationale, ce qui est une arme à double tranchant, car nous avons besoin de sécurité nationale, mais ils peuvent aussi s'en servir pour dissimuler des choses qu'ils ne veulent tout simplement pas que nous sachions et qui n'ont absolument rien à voir avec la sécurité nationale. Ils prennent les décisions pour nous, n'est-ce pas? C'est comme le gouvernement pour le peuple, par le peuple, mais en réalité, le gouvernement gère tout. On les met juste en place, on leur donne le pouvoir et comment les déloger de ce pouvoir. N'est-ce pas? Il n'y a pas une seule personne qui détienne tout le pouvoir, ce qui aide, mais c'est aussi un peu parti en vrille. C'est un train qui a déraillé ici, essentiellement. Donc, mais comme Ross le souligne, une seule personne, n'est-ce pas, un traître, comme il l'a dit, a révélé tout ça. Donc, cela sous-entendrait en quelque sorte que tous les lanceurs d'alerte qui se manifestent sont des traîtres, n'est-ce pas? Parce que je comprends tout à fait pourquoi on ne voudrait pas être perçu de cette manière. Mais si ce sont des programmes illégaux, comme on le mentionne toujours, utilisant de l'argent illégal, n'est-ce pas? De l'argent obtenu illégalement, n'est-ce pas? Des projets d'argent sale qui ne devraient pas avoir lieu, garder une vérité qui profiterait à toute l'humanité, pas seulement aux Américains.
Tu sais, il n'y a pas une seule personne qui se soit manifestée à ce sujet, n'est-ce pas? Encore une fois, beaucoup de gens se sont présentés, mais personne n'a apporté de preuves concrètes. Donc, il semble étrange qu'une personne ne sorte pas de l'ombre et ne risque pas tout. Je comprends que je ne serai pas cette personne. Je le saisis. Risquerais-tu ta famille? Risquerais-tu... Non, je ne le ferai pas. Mais il y a quelqu'un qui le ferait. Ils sont quelque part. Ils existent, non? Mais ça ne s'est pas produit, n'est-ce pas? Les gens meurent pour toutes sortes de raisons intéressantes auxquelles ils croient. Maintenant, ça semble vraiment étrange. Mais encore une fois, si l'on prend en considération tous les autres gouvernements qui le cacheraient, cela représente des milliers et des milliers de personnes supplémentaires. Je veux dire, ça commence à atteindre des chiffres absolument énormes si l'on additionne toutes les personnes impliquées dans le monde entier à travers tous ces différents programmes secrets. Des centaines de milliers de personnes, je dirais que c'est bien plus que le projet Manhattan. Plus d'un siècle et le projet Manhattan a duré des années. Ce n'était pas comme si c'était resté caché pendant 100 ans, n'est-ce pas? Donc ça aussi, il faut en tenir compte. Alors oui, le projet Manhattan est un bon exemple, mais ce n'est pas non plus un très bon exemple dans le sens où il n'a pas duré 100 ans et il n'a jamais été révélé, n'est-ce pas? Mais on parle de presque 100 ans, des centaines de milliers de personnes partout sur la planète entière, n'est-ce pas? Et on n'a toujours aucune preuve, je ne sais pas. Et les gens disent, Patrick, il y a des preuves. Vraiment? Vraiment? Montrez-moi où je peux aller voir un ovni. Dans quel musée devrais-je me rendre? Où est-ce que je dois aller pour voir cet ovni ou un corps extraterrestre? C'est la preuve. Pardon, c'est bien la preuve. Alors, il s'efforce sans cesse de déplacer les critères de ce qui constituerait réellement une preuve. La preuve, ce sont les engins qu'ils disent que nous avons et les corps qu'ils disent qu'ils ont. N'oubliez pas, ils disent que nous avons des accords avec des extraterrestres, n'est-ce pas? Encore une fois, où est la preuve? Elle ne cesse de bouger. Elle devient, eh bien, une accumulation. Nous avons des photos, nous avons des documents, nous avons tout ça, mais ce n'est pas suffisant. C'est intéressant. Il faut continuer à chercher, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas suffisant. Très bien, les vétérans. Écoutez, avant de partir, Chris a mis en ligne une bande-annonce pour l'intégralité de l'interview avec Ross Coulthart sur Twitter. Je vais la diffuser tout de suite parce qu'il y a beaucoup d'autres choses dans cette interview. C'est une interview de 3 heures que Ross a réalisée avec Chris et ils ont discuté de beaucoup de sujets différents. Alors je pense que vous devriez voir ça et avoir un aperçu des autres points abordés dans l'interview. Il y a eu une conversation, une discussion assez particulière que j'ai eue récemment avec quelqu'un en qui je place toute ma confiance. Cette personne est devenue très émue et elle m'a raconté avec beaucoup d'émotion l'histoire d'un de ses amis qui est mort sur la Lune. J'ai parlé à plus d'une douzaine de personnes, probablement plus de 15 individus qui opèrent ou ont opéré ou opèrent actuellement au sein de ce que nous appellerions le programme de récupération d'artefacts, de récupération d'engins non humains et de rétro-ingénierie. Je pense que l'un des moments les plus exaspérants et les plus choquants pour moi a été quand des personnes à qui je parlais dans le programme et qui sont toujours dans le programme m'ont avoué que nous utilisons des armes à micro-ondes à impulsion élevée, des HPM, pour les abattre. Des appareils. Y sommes-nous parvenus? Avoir assassiné intentionnellement d'autres êtres? Oh mon Dieu, c'est une idée vraiment horrible, vous ne trouvez pas? Je me doute que c'est ce qui s'est passé. Je leur ai demandé ce qui est arrivé à ces êtres, et je n'obtiens qu'un regard mal à l'aise. Ouf. Croyez-vous que certaines des personnes avec lesquelles vous avez parlé, Jake y compris, David Grush également, sont plus proches de ce programme que ce qu'elles ne le laissent entendre? Je ne peux pas dire. Eh bien, je pense que vous l'avez fait. Oui, je peux vraiment pas vous le dire quand les gens sauront exactement de quoi je parlais. Ce que je veux dire, c'est que... d'accord. Attendez, vous dites quand les gens sont au courant? Oh, ils le sauront. Je suis presque sûr que ça deviendra public. Est-ce que ça se trouve en dehors des Five Eyes? Oh, on le verrait sans problème sur un satellite. C'est un immeuble. J'ai dit que c'est un immeuble. C'est un bâtiment. Il a la forme de l'engin? Oui. À 10h30 du soir, il met le bandeau sur ses yeux et en quelques secondes, il dit « Je suis engagé ». Alors j'ai demandé « Ah, comment ça, tu es engagé ?» Il répond « Je suis dans un vaisseau ». Il dit « Horizon ». Et je lève les yeux vers l'horizon et là, il y a ces 2 orbes d'un blanc doré qui viennent d'apparaître juste là, à l'horizon. Et ces objets, je les vois, ils se rapprochent de plus en plus. Et je me dis « Nom de Dieu ».
C'était incroyable. J'étais vraiment excité par ce que je voyais. Je me suis dit, waouh, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais j'étais un peu déçu pour Jordan parce que nous n'avions pas vu ce qu'il avait dit qu'il allait voir, c'est-à-dire l'hexagone bleu. Presque simultanément, au moment même où je dis à Jordan, zut, quel dommage que nous n'ayons pas vu l'hexagone bleu. On voit une orbe hexagonale bleue exactement comme Jordan l'avait prédit. Y a-t-il une information dont tu aurais souhaité ne jamais avoir connaissance? Oui, il y en a. On m'a donné les noms de... Et ce n'était pas Jake. On m'a donné les noms des personnes qui ont ordonné le meurtre de son équipe. Bon, d'abord, cette musique est incroyable. Mon Dieu, Chris a le meilleur, tu sais, décor, genre design esthétique. Je suis tellement jaloux. Genre, il est tellement doué pour ce genre de choses, pour être honnête avec toi. Tout est fusionné. Tout ce qu'il fait, genre, tu vois ce que je veux dire? Il trouve toujours des choses. Il est si créatif. Il a un œil incroyable pour les choses. Mais super bande annonce. Le lien est disponible ci-dessous. Allez voir l'interview complète, c'était vraiment bien. Ross est vraiment un excellent interviewé, n'est-ce pas? Et Chris est un excellent intervieweur. Et ça a vraiment donné une très bonne conversation, n'est-ce pas? C'était juste comme deux amis qui passaient du temps ensemble en buvant 3 bouteilles de Syrah. Et juste, vous savez, en parler. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Alors, s'il vous plaît, allez-y, jetez un œil. Dites-moi ce que vous en pensez à propos des affaires de 2027 avec Ross et des histoires de David Grush, Jake Barber. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Allez, les parieurs, on se retrouve pour la prochaine. Elle vient de nous quitter. D'accord, à la fin, je devrais toujours un appel téléphonique, n'est-ce pas? Laissez-moi juste vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui appellent et qui disent « Hey, rappelez-moi, Patrick. » Laisse leur numéro de téléphone ou leur adresse email ou n'importe quoi d'autre. Mais je ne réponds pas à ce genre d'appel ou d'email, les amis. Si vous appelez en disant « J'ai la vérité, rappelez-moi », mais je ne vous rappellerai pas. Je ne réponds pas aux appels ni aux courriels. Ne laissez pas vos coordonnées dans les messages. D'accord? Je diffuse ces messages à l'antenne. Alors, à moins que vous ne vouliez que vos coordonnées soient rendues publiques, ne les incluez pas. Maintenant, dans ce message vocal que je m'apprête à laisser, j'ai retiré l'adresse email. D'accord? Donc, vous ne pouvez pas l'entendre. Mais je l'ai caviardé. Mais je ne réponds pas aux appels téléphoniques. D'accord? Alors, ne vous donnez pas la peine. N'envoyez pas de messages texte au numéro de téléphone non plus. Je ne regarde rien de tout ça, les amis. Appelez, vous laissez un message. Ça dure 3 minutes, d'accord? Vous avez jusqu'à 3 minutes pour laisser votre expérience ou une question ou un commentaire ou quelque chose, vous savez, N'est-ce pas? Mais ne vous attendez pas à ce que je vous rappelle. Ça ne va tout simplement pas arriver et je suis certain que certains d'entre vous vont continuer à le faire et ce n'est pas grave. La vérité, c'est qu'ils sont tout simplement ignorés. Donc, vous savez, libre à vous de faire ce que vous voulez. Bon, les parieurs, on se retrouve pour la prochaine fois. Merci beaucoup à tous ceux qui ont appelé et laissé des messages. Je l'apprécie sincèrement. Et si vous avez appelé avant et que je n'ai pas diffusé votre message, rappelez, vous savez, j'ai pris du retard avec beaucoup de messages, mais je suis à jour sur une bonne partie de ça maintenant. Alors, n'hésitez pas à rappeler. Si je n'ai pas utilisé votre message et que vous racontez, vous savez, votre histoire, je le diffuserai à un moment donné. D'accord? Alors, ne vous inquiétez pas. Bon, les amis, merci beaucoup à vous tous. On se retrouve à la prochaine. Chaque jour est un cadeau, mes amis. La paix. Salut, je m'appelle Dallas et j'ai travaillé sur l'arme sonore vers 1997 à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, appelée Blindage Radiofréquence. Rantec était l'entreprise impliquée. Et tout cela se déroulait en fait autour d'une chambre anéchoïque. Pour vous donner une idée, c'est le genre de dispositif qu'ils employaient au Venezuela. Si vous avez la moindre question, mon adresse email est la suivante. À Olympia, dans l'État de Washington, toute mon équipe qui a travaillé sur ce projet, mon frère est décédé l'année dernière, tout le monde est parti à cause du cancer. Je suis le seul qui reste et qui a récemment travaillé sur ce projet. Si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à me contacter. Merci.